contes merveilleux, tome 2, de Hans Christian Andersen. L'ombre. Un jour, un savant homme des pays froids arriva dans une contrée du sud. Il s'était réjoui d'avance de pouvoir admirer à son aise les beautés de la nature que développe dans ces régions un climat fortuné. Mais quelle déception l'attendait! Il lui fallut rester toute la journée comme prisonnier à la maison, fenêtres fermées. Et encore était-on bien accablé. Personne ne bougeait. On aurait dit que tout le monde dormait dans la maison ou qu'elle était déserte. Tout le jour, le soleil dardait ses flammes sur la terrasse qui formait le toit. L'air était lourd, on se serait cru dans une fournaise. C'était insupportable. Le savant homme des pays froids était jeune et robuste, mais sous ce soleil torride, son corps se desséchait et maigrissait à vue d'œil. Son ombre même se rétrécit et rapetissa, et elle ne reprenait de la vie et de la force que lorsque le soleil avait disparu. C'était un plaisir alors de voir, dès qu'on apportait la lumière dans la chambre, cette pauvre ombre se détirer et s'étendre le long de la muraille. Le savant homme, à ce moment, se sentait aussi revivre. Il se promenait dans sa chambre pour ranimer ses jambes engourdies et allait sur son balcon admirer le firmament étoilé. Sur tous ces balcons, il voyait apparaître des gens qui venaient respirer l'air frais. La rue aussi commençait à s'animer. Les bourgeois s'installaient devant leurs portes, des milliers de lumières scintillaient de toutes parts. Il n'y avait qu'une maison où continua à régner un complet silence. C'était celle en face de la demeure du savant étranger. Elle n'était pas inhabitée cependant. Sur le balcon verdissaient et fleurissaient de belles plantes. Il fallait que quelqu'un les arrosât. Le soleil, sans cela, les aurait aussitôt desséchés. La soirée s'avançait. Voici que la fenêtre du balcon s'entr'ouvrit un peu. La chambre resta sombre. De l'intérieur arrivèrent de doux sons d'une musique que le savant étranger trouva délicieuse, ravissante. Il alla demander à son propriétaire quelles étaient les personnes qui demeuraient en face. Le brave homme lui répondit qu'il n'en savait rien. Une nuit, le savant étranger s'éveilla. Il avait, le soir, laissé la fenêtre de son balcon ouverte. Il regarda de ce côté, et il crut apercevoir une lueur extraordinaire rayonner du balcon de la maison d'en face. Les fleurs paraissaient briller comme de magnifiques flammes de couleur, et au milieu d'elles se tenait une jeune fille d'une beauté merveilleuse. Elle semblait un être éthéré, tout de feu. Un autre soir, le savant étranger reposait sur son balcon. Derrière lui, dans la chambre, brûlait une lumière, et, chose naturelle, il en résultait que son ombre apparaissait sur la muraille de la maison d'en face. L'étranger remua, l'ombre bougea également, et la voilà qui se trouve entre les fleurs du balcon d'en face. « Je crois, dit le savant étranger, que mon ombre est en ce moment le seul être vivant de cette mystérieuse maison. Tiens, la fenêtre du balcon est de nouveau entr'ouverte. Une idée. Si mon ombre avait assez d'esprit pour entrevoir ce qui se passe à l'intérieur et venir me le redire. Oui, continua-t-il, en s'adressant par plaisanterie à l'ombre. Fais-moi donc le plaisir d'entrer là. Cela te va-t-il? Et en même temps, il fit un mouvement de tête que l'ombre répéta, comme si elle disait oui. Eh bien, c'est cela, reprit-il, mais ne t'oublie pas, et reviens me trouver. À ces mots, il se leva, rentra dans la chambre et laissa retomber le rideau. Alors, si quelqu'un s'était trouvé là, il aurait vu distinctement l'ombre pénétrer lestement par la fenêtre d'en face et disparaître dans l'intérieur. Le lendemain, comme il ne faisait plus si chaud, le savant étranger sortit. Le ciel était couvert de nuages, mais voilà qu'ils se dissipent et le soleil reparaît. « Qu'est-ce là ?» s'écrie l'étranger, qui venait de se retourner pour considérer un monument. « Mais c'est affreux! Comment? Je n'ai plus mon ombre! Elle m'a prise au mot. Elle m'a quitté hier soir. Que vais-je devenir ?» Le soir, il se remit sur son balcon, la lumière derrière lui. Il se dressa de tout son haut, se baissa jusque par terre, fit 1000 contorsions. Puis il appela.
et psst, psst, l'ombre ne reparut pas. Décidément, ce n'était pas gai. Mais dans les pays chauds, la végétation est bien puissante. Tout y pousse et prospère à merveille, et au bout de 8 jours, l'étranger aperçut, à la lueur de sa lampe, un petit filet d'ombre derrière lui. Quelle chance, se dit-il. La racine était restée. La nouvelle ombre grandit assez vite. Au bout de 3 semaines, l'étranger s'enhardit à se montrer de jour en public. Et lorsqu'il repartit pour le nord, sa patrie, on ne remarquait plus chez lui rien d'extraordinaire. De retour dans son pays, le savant homme écrivit des livres sur les vérités qu'il avait découvertes et sur ce qu'il avait vu dans ce monde méridional. Un soir qu'il était dans sa chambre à méditer, il entend frapper doucement à sa porte. « Entrez » dit-il. Personne ne vint. Alors il alla ouvrir lui-même la porte, et devant lui se trouva un homme d'une extrême maigreur. Mais il était habillé à la dernière mode. Ce devait être un personnage de distinction. « À qui ai-je l'honneur de parler » dit le savant. « Oui, je le pensais bien, que vous ne me reconnaîtriez pas, » répondit l'autre. « Je ne suis pas bien gros, j'ai cependant maintenant un corps véritable. Vous continuez à ne point me remettre ? Mais je suis votre ancienne ombre. Depuis que je vous ai quitté, acquis une belle fortune. C'est ce qui me permettra de me racheter du servage où je me trouve toujours vis-à-vis de vous. » « Non ? Permettez que je revienne de ma surprise, s'écria le savant. Voyons, vous ne vous moquez pas de moi ? Du tout, répondit l'ombre. Mon histoire n'est pas de celle qui se passe tous les jours. Lorsque vous m'avez autorisé à vous quitter, j'en ai profité, comme vous le savez. Cependant, au milieu de mon bonheur, j'ai éprouvé le désir de vous revoir encore une fois avant votre mort. Ainsi que ce pays. Je sais que vous avez une nouvelle ombre. Ai-je à lui payer quelque chose parce qu'elle remplit mon service ? Et à vous, combien devrais-je si je veux me racheter ? Comment ? C'est vraiment toi ? Dit le savant. Jamais je n'aurais eu l'idée qu'on pouvait retrouver son ombre sous la forme d'un être humain. Pardon si j'insiste, reprit l'ombre. Quelle somme ai-je à vous verser pour que vous renonciez à l'autorité que vous avez toujours sur moi ? Laisse donc ces sornettes, dit le savant. Comment peut-il être question d'argent entre nous ? Je t'affranchis, et je te fais libre comme l'air. Je suis enchanté d'apprendre que tu as si bien fait ton chemin dans ce monde. Seulement, je te prie d'une chose. Raconte-moi tes aventures depuis le moment où tu t'es faufilé par la fenêtre du balcon dans la maison en face de celle que nous habitions. Je veux bien vous en faire le récit, dit l'ombre, mais promettez-moi de n'en rien révéler, de ne pas apprendre aux gens que je n'ai été qu'un être impalpable. Il me peut venir l'idée de me marier, et je ne tiens pas à ce qu'on me suppose sans consistance. C'est entendu, dit le savant. Avant de commencer, l'ombre s'installa à son aise. Elle était toute vêtue de noir, ses vêtements étaient du drap le plus fin, ses bottes en vernis. Elle portait un chapeau à claques, dont par un ressort on pouvait faire une simple galette. On venait d'inventer ce genre de coiffure, qui n'était encore d'usage que dans la plus haute société. Elle s'assit et posa ses bottes vernies sur la tête de la nouvelle ombre qui lui avait succédé, et qui se tenait comme un fidèle caniche aux pieds du savant. Celle-ci ne parut pas ressentir l'humiliation, et ne bougea pas, voulant écouter attentivement comment la première s'y était prise pour se dégager de son esclavage. « Vous ignorez encore, » commença l'ombre parvenue, « qui demeurait dans la fameuse maison d'en face, qui vous intriguait là-bas, dans les pays chauds. C'était ce qu'il y a de plus sublime au monde, la poésie en personne. Je ne restai que 3 semaines auprès d'elle, et j'appris dans ces quelques jours sur les secrets de l'univers et le cours du monde, plus que si j'avais vécu autre part 3000 ans. Et aujourd'hui, je puis dire sans crainte d'être mise à l'épreuve. Je sais tout, j'ai tout vu. « La poésie » s'écria le savant. « Comment n'y ai-je pas pensé ? Mais oui, dans les grandes villes, elle vit dans l'isolement, toute solitaire. Bien peu s'intéressent à elle.
Je ne l'ai aperçue qu'un instant, et encore n'étais-je qu'à moitié éveillée. Elle se tenait sur le balcon. Autour d'elle, une aurore brillait comme une de nos aurores boréales. Elle était au milieu d'un parterre de fleurs qu'on aurait prises pour des flammes. Mais continue, continue. Donc, tu entras par la fenêtre du balcon. Et alors? Je me trouvais dans une antichambre où régnait comme une sorte de crépuscule. La porte qui était ouverte donnait sur une longue enfilade de superbes appartements qui communiquaient tous ensemble. La lumière y était éblouissante et m'aurait infailliblement tuée si je m'y étais aventurée. Mais provenant de vous, j'avais suffisamment de votre sagesse pour rester à l'abri et tout observer de mon petit coin. Dans le fond, je vis la poésie, assise sur son trône. Et ensuite, interrompit le savant, ne me fais pas languir. Je vous l'ai déjà dit, reprit l'ombre. J'ai vu défiler devant moi tout ce qui existe, le passé et une partie de l'avenir. Mais, par parenthèse, je vous demanderai s'il n'est pas convenable que vous cessiez de me tutoyer. J'en fais l'observation, non par orgueil, mais en raison de ma science, maintenant si supérieure à la vôtre, et surtout à cause de ma situation de fortune, chose qui, ici-bas, règle partout les relations de la société. Vous avez parfaitement raison, dit le savant. Excusez-moi de n'y avoir pas songé moi-même. Mais continuez, je vous prie. Je ne puis, reprit l'ombre, que vous répéter. J'ai tout vu, et je sais tout. Mais enfin, dit le savant, ces magnifiques appartements, comment étaient-ils? Était-ce comme un temple sacré, ou bien s'y serait-on cru sous le ciel étoilé, ou bien encore dans une forêt mystérieuse? Ce sont là les lieux où nous aimons à supposer que demeure la poésie. Maintenant que j'ai tout vu et que je connais tout, dit l'ombre, il m'est pénible d'entrer dans les menus détails. Apprenez-moi au moins, dit le savant, si dans ces splendides salles vous avez aperçu les dieux des temps antiques, les héros des âges passés, les sylphides, les gentils elfes, n'y dansaient-elles pas des rondes? Vous ne voulez donc pas comprendre que je ne puis vous en dire plus. Si vous aviez été à ma place dans ce séjour enchanté, vous seriez passé à l'état d'être supérieur à l'homme. Moi, qui n'étais qu'une ombre, j'ai avancé jusqu'à la condition d'homme. Or, le propre de l'humanité, c'est de faire l'important, c'est de se prévaloir à l'excès de ses avantages. Donc il est tout naturel qu'ayant tout vu, je ne vous communique rien de ma science. J'ai d'autant plus de raison de montrer quelque hauteur qu'étant dans l'antichambre du palais, j'ai saisi la ressemblance de mon être intime avec la poésie. Tous deux, nous sommes des reflets. Lorsque, devenu homme, j'abandonnai la demeure de la poésie, vous aviez quitté la ville. Je me trouvai un matin dans les rues, richement habillé comme un prince. D'abord, l'étrangeté de ma nouvelle situation me fit un singulier effet, et je me blottis tout le jour dans le coin d'une ruelle écartée. Le soir, je parcourus les rues au clair de lune. Je grimpai tout en haut des murailles, jusqu'au faîte des toits, et je regardai dans les maisons, à travers les fenêtres des beaux salons et des humbles mansardes. Personne ne se défilait de moi, et je découvris toutes les vilaines choses que disent et que font les hommes quand ils se croient à l'abri de tout regard observateur. Si j'avais mis dans une gazette toutes les noirceurs, les indignités, les intrigues que je découvrais, on n'aurait plus lu que ce journal dans tout l'univers. Mais quels ennemis cela m'aurait procuré! Je préférais profiter de ma clairvoyance, et je fis par lettres particulières connaître aux gens que je savais leurs méfaits. Partout où je passais, on vivait dans des transes terribles, on me détestait comme la mort, mais en face, on me choyait, on me faisait fête, on m'accablait de magnifiques cadeaux et d'honneurs. Les académiciens me nommaient un des leurs, les tailleurs m'habillaient pour rien, les fournisseurs me donnaient ce qu'ils avaient de mieux pour m'obliger à taire leur fraude, les financiers me bourraient d'or, les femmes disaient qu'on ne pouvait imaginer un plus bel homme que moi. Je me laissais faire. C'est ainsi que je suis devenu le personnage que vous voyez. Maintenant, je vous quitte pour aller à mes affaires. Au revoir. Voici ma carte. Je demeure du côté du soleil. Quand il pleut, vous me trouverez toujours chez moi.
mais je vous préviens que je pars demain pour faire mon tour du globe. L'ombre s'en fut. Le savant resta absorbé dans ses réflexions sur cette étrange aventure. Des années se passèrent. Un beau jour, l'ombre reparut. « Comment allez-vous » dit-elle. « Pas trop bien, » dit le savant. « J'écris de mon mieux sur le vrai, le beau et le bien. Mais mes livres n'intéressent presque personne, et j'ai la faiblesse de m'en affecter. Vous me voyez tout désespéré. »« Ce n'est guère mon cas, » dit l'ombre. « Voyez comme j'engraisse et comme j'ai bonne mine. C'est là le vrai but de la vie. Vous ne savez pas prendre le monde tel qu'il est et exploiter ses défauts. Cela vous ferait du bien de voyager un peu. Justement, je vais repartir pour un autre continent. Voulez-vous m'accompagner ? Je vous défrayerai de tout. Nous aurons un train de grands seigneurs. Mais il y a une condition. Vous savez, je n'ai pas d'ombre, moi. Eh bien, vous remplirez cet emploi auprès de moi. « C'est trop fort ce que vous me proposez là, » dit le savant. « C'est presque de l'impudence. Comment ? Je vous ai affranchi, sans rien vous demander, et vous voulez faire de moi votre esclave ? » « C'est le cours de ce monde, » répondit l'ombre. « Il y a des hauts et des bas. Les maîtres deviennent des valets, et quand les valets commandent, ils font les tyrans. Vous ne voulez pas accepter ? À votre aise. » L'ombre repartit de nouveau. Le pauvre savant alla de mal en pis. Les peines et les chagrins vinrent le harceler. Moins que jamais, on faisait attention à ce qu'il écrivait sur le vrai, le beau et le bien. Il finit par tomber malade. « Mais comme vous maigrissez, lui dit-on, vous avez l'air d'une ombre. » Ces mots, involontairement cruels, firent tressaillir l'infortuné savant. « Il vous faut aller au zoo, » lui dit l'ombre, qui revint lui faire une visite. « Il n'y a pas d'autre remède pour votre santé. Vous avez dans le temps refusé l'offre que je vous faisais de vous prendre pour mon ombre. Je vous la réitère, en raison de nos anciennes relations. C'est moi qui paie les frais de voyage. Je suis aussi obligé d'aller au zoo, afin de faire pousser ma barbe qui ne veut pas croître suffisamment, pour que j'aie l'air de dignité qui convient à ma position. Donc, vous serez mon compagnon. Vous écrirez la relation de nos pérégrinations. Soyez cette fois raisonnable, et ne repoussez pas ma proposition. » Le savant, pressé par la nécessité, fit taire sa fierté, et ils partirent. L'ombre avait toujours la place d'honneur. Selon le soleil, le savant avait à virer et à tourner, de façon à bien figurer une ombre. Cela ne le peinait ni ne l'affectait même pas. Il avait très bon cœur. Il était très doux et aimable, et il se disait que si cette fantaisie faisait plaisir à l'ombre, autant valait la satisfaire. Un jour, il lui dit : « Maintenant que nous voilà redevenus intimes, comme autrefois, ne serait-il pas mieux de nous tutoyer de nouveau ? » « Votre proposition est très flatteuse, » répondit l'ombre, d'un air pincé qui convenait à sa qualité de maître. « Mais comprenez bien ceci, que je vais vous dire en toute franchise. Je me sentirais tout bouleversé. Si vous veniez me tutoyer de nouveau, cela me rappellerait trop mon ancienne position subalterne. Mais je veux bien, moi, vous tutoyer. De la sorte, votre désir sera accompli, au moins à moitié. » Et ainsi fut fait. Le brave savant ne protesta pas. « Il paraît que c'est le cours du monde, » se dit-il. Et il n'y pensa plus. Ils s'installèrent dans une ville d'eau où il y avait beaucoup d'étrangers de distinction, et entre autres la fille d'un roi merveilleusement belle. Elle était venue pour se faire guérir d'une grave maladie. Sa vue était trop perçante. Elle voyait les choses trop distinctement, et cela lui enlevait toute illusion. Elle remarqua que le seigneur nouvellement arrivé n'était pas un seigneur ordinaire. « On prétend qu'il est ici, » se dit-elle, « pour que les eaux fassent croître sa barbe. Moi je sais à quoi m'en tenir sur son infirmité, c'est qu'il ne projette pas d'ombre. » Sa curiosité était vivement éveillée, et à la promenade elle se fit aussitôt présenter le seigneur étranger. En sa qualité de fille d'un puissant roi, elle n'était pas habituée à user de circonlocution. Aussi, dit-elle à brûle-pourpoint : « Je connais votre maladie. Vous souffrez de ne pas avoir d'ombre. »« Vos paroles me remplissent de joie, »
répondit l'ombre. Elle me prouve que votre Altesse royale est sur la voie de guérison, et que votre vue commence à se troubler et à vous abuser. Loin de ne pas avoir d'ombre, j'en ai une, toute extraordinaire. C'est dans ma nature de rechercher tout ce qui est particulier, et je ne me suis pas contenté d'une de ces ombres, comme en ont les hommes en général. J'ai pour ombre un homme, en chair et en os. Qui plus est, de même que souvent on donne à ses domestiques pour leur livrer un drap plus fin que celui qu'on porte soi-même, j'ai tant fait que cet être a lui-même une ombre. Cela m'est revenu bien cher, mais encore une fois, je raffole de ce qui est rare. Que me dites-vous là? S'écria la princesse. Oh, bonheur! Mes yeux commencent à me tromper. Ces os sont vraiment admirables. Ils se séparèrent avec les plus grands saluts. Je pourrais cesser ma cure, se dit-elle, mais je veux encore rester quelque temps. Ce prince m'intéresse beaucoup. Le soir, dans la grande salle de bal, la fille du roi et l'ombre firent un tour de danse. Elle était légère comme une plume, mais lui était léger comme l'air. Jamais elle n'avait rencontré un pareil danseur. Elle lui dit quel était le royaume de son père. L'ombre connaissait le pays, l'ayant visité dans le temps. La princesse alors en était absente. L'ombre s'était amusée, selon son ordinaire, à grimper au mur du palais du roi et à regarder par les fenêtres, par les ouvertures des rideaux et même par le trou des serrures. Elle avait appris une foule de petits secrets de la cour auxquels, en causant avec la princesse, elle fit de fines allusions. Que d'esprit et de tact il a, ce jeune et galant prince, se dit la princesse, et elle se sentit un grand penchant pour lui. L'ombre s'en aperçut et redoubla d'amabilité. À la troisième danse, la princesse fut sur le point de lui avouer que son cœur était touché. Mais elle avait un fond de raison et pensait à son royaume. Elle se dit « Ce prince est fort spirituel, sa conversation est très intéressante, c'est fort bien. Il danse divinement, c'est encore mieux. Mais pour qu'il puisse m'aider à gouverner mes millions de sujets, il faudrait aussi qu'il eût de solides connaissances. C'est très important. Aussi, vais-je lui faire subir un petit examen. » Et elle lui adressa une question si extraordinairement difficile qu'elle-même n'aurait pas été en état d'y répondre. L'ombre fit une légère moue. Vous ne connaissez pas la solution, dit-elle, d'un air désappointé. Ce n'est pas cela, dit l'ombre. Seulement, je suis un peu déconcertée, parce que vous n'avez pas cru devoir m'interroger sur une matière un peu plus ardue. Quant à cette question, je connais la réponse depuis ma première jeunesse, au point que mon ombre qui se tient là-bas pourrait vous en dire la solution. Votre ombre? S'écria la princesse. Mais ce serait un phénomène unique. Je ne l'assure pas entièrement, dit l'ombre, mais je crois qu'il en est ainsi. Toute ma vie, je me suis occupée de science, et il est naturel que mon ombre tienne de moi. Seulement, en raison même des connaissances qu'elle a pu acquérir, elle ne manque pas d'orgueil, et elle a la prétention d'être traitée comme un être humain véritable. Je me permettrai de prier votre Altesse royale de tolérer sa manie, afin qu'elle reste de bonne humeur et réponde convenablement. Rien de plus juste, dit la princesse. Elle alla trouver le savant, qui se tenait contre la porte, et elle causa avec lui du soleil et de la lune, des profondeurs des cieux et des entrailles de la terre. Elle l'interrogea sur les nations des contrées les plus éloignées. Il ne resta pas court une seule fois, et il apprit à la princesse les choses les plus intéressantes. Celui qui a une ombre si savante, se dit-elle, doit être un véritable phénix. Ce sera une bénédiction pour mon peuple, que je le choisisse pour partager mon trône. Ma résolution est prise. Elle fit connaître ses intentions à l'ombre, qui les accueillit avec une grâce et une dignité parfaites. Il fut convenu que la chose serait tenue secrète jusqu'au moment où l'on serait de retour dans le royaume de la princesse. C'est cela, dit l'ombre. Nous ne laisserons rien deviner à personne, pas même à mon ombre. Elle avait ses raisons particulières pour prendre cette précaution. Écoute bien, mon ami, dit l'ombre à son ancien maître, le savant. Je suis arrivé au comble de la puissance et de la richesse, et je pense à faire ta fortune. Tu habiteras avec moi le palais du roi, et tu auras 100 000 écus par an. Mais prends-en bien note. Tu passeras plus que jamais pour mon ombre, et tu ne révéleras à personne que tu as toujours été un homme. Non, je ne veux pas tremper dans cette fourberie. À moi,
Il serait égal d'être votre inférieur, mais je ne veux pas que vous trompiez tout un peuple, et la fille du roi par-dessus le marché. Je dirai tout, que je suis un homme, que vous n'êtes qu'une ombre vêtue d'habits d'homme, un reflet, une chimère. Personne ne te croira, dit l'ombre. Calme-toi, ou j'appelle la garde. Je m'en vais trouver la princesse, dit le savant, et tout lui révéler. J'y serai avant toi, dit l'ombre, car tu vas aller tout droit en prison. La garde arriva et obéit à celui qui était connu comme le fiancé de la fille du roi. Le pauvre savant fut jeté dans un noir cachot. Tu trembles, dit la princesse, lorsqu'elle vit entrer l'ombre. Qu'est-il arrivé? Je viens d'assister à un spectacle navrant, répondit l'ombre. Pense donc, mon ombre a été prise de folie. Voilà ce que c'est. À ma suite, elle s'est toujours occupée de hautes sciences, et la tête lui aura tourné. Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle a toujours été homme? Mais il y a plus. Elle prétend que je ne suis que son ombre. C'est épouvantable, s'écria la princesse. Elle est enfermée, n'est-ce pas? Oui, certes, dit l'ombre. Je crains bien qu'elle ne se remette jamais. Pauvre ombre, dit la princesse. Elle doit être fort malheureuse. Un être aussi mobile qui se trouve claquemuré dans une étroite cellule. Ce serait probablement lui rendre un grand service que de la délivrer de son petit souffle de vie. Et puis, dans ce temps de révolution, où l'on voit les peuples toujours s'intéresser à ceux que nous autres souverains sommes censés persécuter, il est peut-être sage de se débarrasser d'elle en secret. Cela me semble bien dur, cependant, dit l'ombre d'un air contrit et en soupirant. Elle m'a servi si fidèlement. J'apprécie tes scrupules, dit la princesse, et je reconnais une fois de plus combien tu as un noble caractère. Mais ceux qui sont chargés d'une couronne ne peuvent pas écouter leur cœur. Donc, je m'en tiendrai à ce que j'ai pensé. Le soir, toute la ville fut illuminée splendidement. À chaque seconde retentissait un coup de canon. Les cris de joie du peuple se mêlaient au boum, boum. C'était magnifique. Un superbe feu d'artifice fut tiré devant le palais, et la fille du roi et son époux vinrent sur le balcon recevoir les acclamations. Le bruit étourdissant de la fête ne troubla pas le pauvre savant. Il était déjà mis à mort et enterré. Le papillon. Le papillon veut se marier, et comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C'est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée, ils demandent: m'aime-t-il ou m'aime-t-elle? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l'interroge. Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là. La Marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu'il l'avait appelée dame, alors qu'elle était encore demoiselle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il renouvela 2 fois sa question, et lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était au premier jour du printemps. Les crocus et les personnages fleurissaient alentour. Jolies, charmantes fleurettes, dit le papillon. Mais elles ont encore un peu trop la tournure des pensionnaires. Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui. Il s'envola vers les anémones. Il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales, la fleur de tilleul était trop petite, et de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose, mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain, et tombait au premier souffle de vent. Un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des pois lui plut entre toutes. Elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse. Elle a beaucoup de distinction et en même temps, elle est bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande lorsqu'il aperçut près d'elle une cosse à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée. Qu'est-ce cela? fit-il. C'est ma sœur, répondit Fleur des Pois. Vraiment? Et vous serez un jour comme cela? S'écria le papillon, qui s'enfuit. Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d'une haie,
Il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune. À coup sûr, pensa le papillon, il est impossible d'aimer cela. Le printemps passa, et l'été après le printemps. On était à l'automne et le papillon n'avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs robes les plus éclatantes. En vain, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse. C'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes. Et il y en avait fort peu, il faut l'avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu'elle est fleur tout entière, tant elle est parfumée de la tête aux pieds. Chacune de ses feuilles vaut une fleur pour les senteurs qu'elle répand dans l'air. C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon. Je l'épouse. Et il fit sa déclaration. La menthe demeura silencieuse et guindée en l'écoutant. À la fin, elle dit je vous offre mon amitié, s'il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille, et vous n'êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre, mais quant à nous marier, sachons à notre âge éviter le ridicule. C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c'est une mauvaise méthode. Il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon. L'automne touchait à sa fin, le temps était sombre et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules au point de les faire craquer. Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là. Aussi, le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile, une chambre bien chauffée où régnait la température de l'été. Il y eût pu vivre assez bien, mais il se dit ce n'est pas tout de vivre, encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l'aperçut, on l'admira, on le captura et on le ficha dans la boîte aux curiosités. Me voici sur une tige comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement ce n'est pas très agréable, mais enfin, on est casé. Cela ressemble au mariage. Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée. C'est une pauvre consolation, murmurèrent railleusement les quelques plantes qui étaient là dans les pots pour égayer la chambre. Il n'y a rien à attendre de ces plantes, bien installées dans leur pot, se dit le papillon. Elles sont trop à leur aise pour être humaines. Papotage d'enfants. Dans la maison d'un marchand, de nombreux enfants se réunirent un jour. Des enfants de familles riches, des enfants de familles nobles. Monsieur le marchand avait réussi. C'était un homme érudit, puisque jadis, il était entré à l'université. Son père, qui avait commencé comme simple commerçant, mais honnête et entreprenant, lui avait fait lire des livres. Son commerce rapportait bien, et le marchand faisait encore multiplier cette richesse. Il avait aussi bon cœur, et la tête bien en place, mais de cela, on parlait bien moins souvent que de sa grosse fortune. Se réunissaient chez lui des gens nobles, comme on dit, par leur titre, mais aussi par leur esprit. Certains même par les deux à la fois, mais d'autres ni par l'un, ni par l'autre. En ce moment, une petite soirée d'enfants y avait lieu, on entendait des enfants papoter, et les enfants n'y vont pas par quatre chemins. Il y avait par exemple une petite fille très mignonne, mais terriblement prétentieuse. C'étaient ses domestiques qui le lui avaient appris, pas ses parents, qui étaient bien trop raisonnables pour cela. Son père était majordome, c'était une haute fonction, et elle le savait bien. « Je suis une enfant de majordome, se vantait-elle. Elle pouvait aussi bien être la fille des Tartampions, on ne choisit pas ses parents. Elle raconta aux autres qu'elle était noble, et affirma que celui qui n'était pas bien né n'arriverait jamais à rien dans la vie. On pouvait travailler avec assiduité, si l'on n'est pas bien né, on n'arrivera à rien. Et ceux dont les noms se terminent par Sen, proclama-t-elle, ne pourront jamais réussir dans la vie. Devant tous ces Sen et Sen, il n'y a plus que poser ses mains sur les hanches et s'en tenir bien à l'écart. Et aussitôt, elle posa ses jolies petites mains à sa taille, les coudes bien pointus, pour montrer aux autres comment il fallait traiter ces gens-là. Quels jolis bras avait-elle, une petite fille très charmante. Or, la fille de monsieur le marchand se mit en colère. C'est que son père s'appelait Madsen, et c'est aussi, hélas, un nom en scène. Elle se gonfla et déclara avec fierté
Seulement, mon père peut acheter pour 100 écus d'or de friandises et les jeter dans la rue, et pas le tien. Ce n'est rien. Mon père à moi, se vanta la fillette d'un rédacteur, peut mettre ton père et tous les pères dans le journal. Tout le monde a peur de lui, dit maman, car c'est mon père qui dirige le journal. Et elle leva son petit nez, comme si elle était une vraie princesse qui doit pointer son nez en l'air. Par la porte entr'ouverte, un garçon pauvre regardait. Il était d'une famille si pauvre qu'il n'avait même pas le droit d'entrer dans la chambre. Il avait aidé la cuisinière à faire tourner la broche, et en récompense, on l'autorisait à présent à se placer pour un petit moment derrière la porte, pour regarder ses enfants nobles, pour voir comme ils s'amusaient bien. C'était un grand honneur pour lui. Oh, si je pouvais être l'un d'eux, soupira-t-il. Puis, il entendit ce qu'il s'y disait, et cela suffit à lui faire baisser la tête. Chez lui, on n'avait pas un écu au fond du bahut, et on ne pouvait pas se permettre d'acheter les journaux, et encore moins d'y écrire. Et le pire de tout, le nom de son père, et donc le sien aussi, se terminait par Sen. Il n'arriverait donc jamais à rien dans la vie. Quelle triste affaire. On ne pouvait pourtant pas dire qu'il n'était pas né, pas cela. Il était bel et bien né, sinon il ne serait pas là. Quelle soirée. Quelques années plus tard, les enfants devinrent adultes. Une magnifique maison fut construite dans la ville. Dans cette maison, il y avait plein d'objets somptueux. Tout le monde voulait les voir. Même des gens qui n'habitaient pas la ville venaient pour les regarder. Devinez, à quel enfant de notre histoire appartenait cette maison? Eh bien, la réponse est facile, ou plutôt, pas si facile que ça. Elle appartenait au pauvre garçon, parce qu'il était quand même devenu quelqu'un, bien que son nom se terminât en Sen. Il s'appelait Thorvaldsen. Et les trois autres enfants? Ces enfants remplis d'orgueil pour leur titre, l'argent ou l'esprit? Ils n'avaient rien à s'envier les uns aux autres. Ils étaient égaux. Et comme ils avaient un bon fond, ils devinrent de bons et braves adultes. Et ce qu'ils avaient pensé et dit autrefois n'était que papotage d'enfants. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur le tome 2 des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. J'ai pas trouvé qui était le traducteur, donc j'espère que je vais pas me trouver avec un procès. Non, je déconne. Mais donc j'ai pas trouvé de traducteur et c'est un livre qui vient de e-book gratuit sur le net. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, initialement, j'avais choisi dans le découpage de lire 3 contes, à savoir L'ombre, Le papillon et Papotage d'enfants. J'ai lu quand même La Pâquerette, mais je ne vais pas mettre La Pâquerette dans ce vlog lecture parce que sinon ça va être vraiment court la fois suivante. Et soit ça va être très court la fois suivante, soit ça va être très long si je rajoute la petite sirène. Donc c'est juste ces trois contes-là, comme j'avais prévu initialement, ou j'avais plutôt bien prévu. Je pense que vous vous en fichez totalement, n'est-ce pas? J'ai préféré du coup continuer à faire une pause entre guillemets. Enfin, pas continuer à faire une pause, mais faire une pause entre les contes d'Anatole de Braz et les contes de Hans Christian Andersen, parce que là, je suis plutôt dans un bon mood et je suis plutôt productive, ce qui fait que j'arrive à avoir un petit peu d'avance, voire une semaine d'avance par exemple pour les vidéos du mercredi, et c'est un peu pareil aussi pour les vidéos du dimanche avec Léo de Hurlevent, et j'aimerais bien continuer en fait à prendre cette avance-là parce qu'à un moment je vais être à la bourre, donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite semaine de pause que j'ai préféré conserver. On revient au conte. Donc, c'est un grand plaisir de retrouver la plume de Hans Christian Andersen. D'ailleurs, ces contes-là vont aller dans la même playlist, hein, c'est le même livre en 2 différents volumes. Alors l'ombre, j'ai bien aimé, ma foi. Je baisse un peu parce que je suis un peu toute vautrée dans mon fauteuil, moi. L'ombre, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait un côté presque gothique. Ça me fait penser en fait à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Ça me fait penser en fait à beaucoup de contes ou de nouvelles, peut-être Maupassant,
peut-être Peter Pan aussi avec l'ombre de Peter Pan, mais je pense que ça me rappelle quelque chose de particulier, mais j'arrive pas ça revient pas. Mais j'aime beaucoup. En fait, je pense que c'était un peu un gros cliché du 19e siècle, enfin, des histoires fantastiques ou des histoires, j'ai lancé, oui, des histoires fantastiques ou gothiques. Je pense que l'ombre, c'est quand même un assez gros cliché. J'ai l'impression qu'elle était traitée dans peut-être Frankenstein, parce que quand le monstre de Frankenstein apparaissait, comme il est grand, peut-être démesuré, peut-être qu'il faisait peur comme ça, je suis quasi sûre que ça apparaît également dans Dracula. Un peu toutes les histoires de fantômes en fait. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans l'Antiquité, on parlait de fantômes en parlant d'ombre. Mais bon, là, c'est l'ombre, coucou, l'ombre qu'on voit derrière. C'est bon, j'ai mon ombre. Je trouvais ça intéressant, le côté. Je me demande en fait s'il n'a pas été pioché un conte des mille et une nuits ou quelque chose comme ça sur l'ombre. Parce qu'on a un personnage de savant qui a été un peu. On a un personnage de savant qui a voyagé dans des pays méridionaux, donc du sud. Ça me faisait presque penser un peu au djinn à un moment, comment il en parlait, je sais plus comment. Je vais voir si je retrouve. Je sais plus exactement quelle description c'est. Peut-être aussi quand il y a l'apparition de la poésie. Moi, ça m'a fait penser à une histoire de Sandman de Neil Gaiman, où il y a Calliope, si je ne me trompe pas, qui a été enlevée par un auteur. Donc la muse, si je ne me trompe pas de nom, qui a été enlevée et qui est séquestrée en fait. Elle n'est pas séquestrée, c'est que euh, son essence, son identité, c'est de servir l'artiste. Et ce qui fait que, bah, une fois que elle est entre guillemets sous la coupe d'un artiste et qu'il ne veut pas qu'elle s'en aille, bah, elle est obligée de rester. Parce que son essence, entre guillemets, enfin, sa nature, c'est d'obéir à l'artiste. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et ça, c'est très gaimanien, hein, si ça se dit. Ça se dit pas, mais je le dis. Et ouais, l'histoire de la poésie, tout ça, ça me faisait penser un peu à tout ça. Et je trouvais qu'il y avait un peu des côtés gothiques. Après, on a quand même un personnage de savant qui n'est pas agissant du tout, alors que l'ombre a l'air un peu plus agissante. Après, on est aussi dans des contes, donc évidemment, on n'est pas dans le fonctionnement entre guillemets normal de gens de tous les jours, quoi, de la vie de tous les jours. Mais ouais, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça me faisait peut-être penser à quelque chose des Mille et une Nuits, mais comme ça fait un an et demi que je les ai lus, ben, j'ai pas tout retenu. Comme c'est quand même très dense. Et vu la manière dont c'est compté, c'est pas facile de retenir parce que le conte dans le conte dans le conte dans le conte. Que Sherazade raconte. Donc c'est des poupées gigognes d'histoire. Et c'est pour ça que c'est pas évident du tout de réussir de réussir à les lire et à les retenir. Bref, j'ai bien aimé. Je trouvais ça un peu décalé, je trouvais ça un peu inquiétant. Je trouvais que ça ouvrait même une porte au fantastique, même quelque chose de plus moderne. Ah, ça me rappelle vraiment quelque chose, mais j'arrive vraiment pas à mettre le nez dessus, quoi. Vous voyez, vous avez un peu l'idée qui est loin là-bas, mais vous n'avez pas à la choper. Euh, Peut-être un côté un peu Peter Pan, hein. Et je parle du Peter Pan de J.M. Barrie, je parle pas du Peter Pan de Disney. Le Peter Pan originel de J.M. Barrie que cet auteur du coup a écrit, réécrit, réécrit tout au long de sa vie. Très intéressant comme personnage J.M. Barrie et très intéressant comme personnage Peter Pan. Tout un truc autour de la mort, tout ça. C'est très plombant, hein. Peter Pan de J.M. Barrie, je déconseille vraiment la lecture aux enfants. C'est triste. Ouais, c'est pas le truc le plus joyeux du monde, hein. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur Peter Pan. J'adore, moi. Peut-être que ça pourrait être une prochaine lecture. Bref.
Bon, à part ça, je ne vais pas pouvoir dire beaucoup plus. Le papillon, on est un petit peu dans une espèce de fantaisie animalière. Ça me rappelait d'autres. Je crois qu'il aime beaucoup la nature, Andersen, hein. Ça se reconnaît au niveau de ses descriptions, les paysages, tout ça. Et autant les papillons et le papillon, ça me faisait penser à un autre conte où il y avait des histoires de un jardin fermé, un jardin un peu d'agrément, et à côté les fleurs des ronces ou des trucs comme ça, enfin, des fleurs sauvages quoi, les fleurs qui piquent, qui sont pas jolies et compagnie, et que j'avais trouvé vachement mignon comme histoire. Il y avait aussi l'histoire des châtelains, il me semble. C'était dans le premier volume, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps. Papotage d'enfants, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a le côté euh, que les enfants, mais ça c'est vrai, il y a cette espèce de sincérité et de pas de filtre qu'ils ont et de pas de compréhension du monde, ce qui est complètement normal parce que ce sont des petits qui sont en développement. Euh, les enfants riches qui disent quand on est pauvre, en gros, on reste pauvre, et puis que quand on s'appelle Sen, donc Sen, à mon avis, c'est le suffixe pour dire son, fils d'eux. Donc quand on s'appelle Sen, on réussit pas dans sa vie, mais comme ces gamins-là auraient pu dire n'importe quoi, je sais pas moi, si t'as les yeux marrons, tu réussis pas dans ta vie, par exemple. C'est comme une petite croyance d'enfant, une histoire qu'on se raconte, et on y croit un petit peu, et sur le coup, bah, peut-être qu'on le dit pour faire du mal aux copains d'en face, pour avoir du pouvoir, du contrôle. Mais là, je parle vraiment des enfants, hein. Et je l'ai trouvé touchant en fait, parce que justement le petit qui était pauvre et qui avait eu le droit de regarder les enfants riches qui jouaient, et puis qui jouaient aussi à ses dépens, parce que je pense que les enfants riches ne savaient pas que le petit qui avait un nom qui finissait en Sen, Thorvaldsen, je crois, était là. Je pense qu'ils n'ont pas tilté. Puis ils le connaissaient pas. Après, il a quand même eu dans les dents bah t'es pauvre, tu restes pauvre. Mais je trouve ça quelque part assez mignon de donner de l'espoir, parce que ça, clairement, c'est un conte qui est fait pour des enfants. Peut-être pas l'ombre, mais le papillon et papotage d'enfants, je pense qu'on est vraiment sur des contes pour enfants. Et papotage d'enfants, ça veut quand même dire aux enfants, même si on vous dit que si vous êtes pauvre, vous allez rester pauvre, si vous êtes riche, vous allez rester riche, si vous vous appelez comme ça, parce que je sais pas, hein, peut-être qu'en Suède, les noms de famille qui finissent en scène, ils ont peut-être une mauvaise réputation, j'en sais rien. Ça fait peut-être partie de leur culture, peut-être pas du tout, j'en sais rien du tout. C'est peut-être en fait des petites histoires que les gamins se racontent comme ça. Mais je trouve ça mignon, bien, en fait. Je trouve que c'est une bonne histoire pour dire aux enfants, quels qu'ils soient, que, bah tu vois là, les enfants qui étaient riches sont restés riches, et comme ils étaient gentils, c'est devenu des adultes gentils. Et le petit gamin qui était pauvre, on lui a dit qu'il resterait pauvre toute sa vie, mais il a réussi. Et je trouve ça chouette de dire ça, pour un peu dire aux gamins, il y a de l'espoir en fait dans la vie. Puis c'est important, l'espoir. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je pense que la semaine prochaine, ça sera La Pâquerette, la petite fille aux allumettes, qui est un des contes les plus déprimants que je connaisse de ma vie, et la petite poussette, qui est plutôt mignon, de mémoire. Après, on fera la petite sirène. Il y a beaucoup de petites, hein. Là, c'est ouais, la petite fille aux allumettes, la petite poussette. Bon, la petite sirène, ça sera la semaine suivante encore. Mais comme je vous ai dit, je sais plus où, on aura des contes dans ce volume qui sont connus. Euh, Il y a la princesse au petit pois, la reine des neiges. Je pense qu'il y a le soldat de plomb, je suis pas sûre. Le vilain petit canard. Après, il y a peut-être des contes que l'on connaît, mais dont je connais pas le titre. Ça peut comme ça voyage, c'est peut-être des contes aussi qui se promènent et qu'on connaît sous un autre nom. Je m'arrête là parce que je sais plus trop quoi dire, ma foi, et je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour les hauts de Hurlevent,
Alors pour les Hauts de Hurlevent, je précise, si vous n'allez pas bien ces temps-ci, n'écoutez pas ce livre audio parce que on est quand même sur des gens qui, du début à la fin du livre, se font mal volontairement, réciproquement, parce que par vengeance, parce qu'ils ont un pet de travers et si vous voulez pas, si ça va pas, lisez autre chose, clairement. Passez un très bon week-end, salut!